is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. ثورة تنفجر على مر الأيام. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Rachida Mansef, bonjour. Bonjour Souhaïd. Sous la houlette de Fatema Sabri, au menu de ce samedi 10 janvier 2015, l'histoire expliquée simplement et chronologiquement d'Ahou Djerbal et Bedia Haddad. Ce sera dans Tarikhouna. Abdou Sayah, notre artiste de cœur, continue à titiller Monsieur Ben Damesh, spécialiste de notre patrimoine musical et poétique dans Art et Révolution. La Fédération de France du FLN, ou la 7e Wilaya, est à l'honneur aujourd'hui. Dans Bekri, Lamia Mahfouf nous gratifiera de quelques archives sonores. Et dans notre espace Hiwar, nous avons l'extrême plaisir d'avoir parmi nous une Moudjahida, Madame Sahraoui Bouaziz Salima, nom de guerre, entre autres, Saadia. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme il est de tradition dans l'émission maintenant, qui existe depuis le 1er novembre 2014, avant d'ouvrir notre espace Hiwar avec vous, il y a le billet, évidemment, de Rachida Mansef. Tout de suite. Le billet de Rachida Mansef. Les lois foncières coloniales françaises de la fin du XIXe siècle ont organisé la spoliation des terres au profit des colons. La dépossession précipita dans le dénuement des milliers de familles. La pauvreté, la famine jettent sur les routes des milliers de personnes, dont beaucoup s'effondrent sur le bord des routes avant d'atteindre le petit bourg où ils espèrent trouver du travail et de l'aide. À la faim, à la misère s'ajoutent le typhus, le choléra, qui décimèrent une partie de la population. Une minorité, quelques centaines, puise dans ce qui lui reste de volonté pour traverser la mer, cette immensité effrayante, inconnue, pour la France, où l'on embauchait, disait-on. Ils vont rejoindre les forçats de la faim européens dans les mines de charbon du Nord et de fer de l'Est. Dans les aciéries, ils sont affectés aux grands fours à la chaleur suffocante. Dans les usines, ils travaillent sur les produits chimiques où les émanations brûlent les poumons. Dans les chaînes d'usines, répétant à l'infini les mêmes gestes épuisants, aliénants. Sur les chantiers, dans le goudron brûlant, construisant les ponts, les routes, les chemins de fer et les ports de France. La deuxième vague fut provoquée par la guerre mondiale, que se livrèrent les puissances européennes pour des enjeux entre autres coloniaux, et ils la firent avec les colonisés comme chair à canon. Indiens, Africains, Antillais, Indochinois, Malgaches, Africains du Nord, bien sûr, se sont battus pour que ces puissances restent à jamais leurs maîtres. Beaucoup sont morts pour que leurs enfants et leurs semblables restent esclaves de ceux pour lesquels ils se battaient. Quelle fierté alors pour ces esclaves lucides lorsque la guerre du Rif éclate au Maroc,
contre le colonialisme espagnol avec Abdelkrim. Quel formidable espoir lorsque les ouvriers, les serfs, les paysans sans terre renversent le tsarisme en Russie et appellent depuis Bakou en 1920 à la libération des colonies. Les colonisés créent et animent la section anticoloniale qui reprend à son compte la revendication d'indépendance des colonies. Elle est animée entre autres par le Vietnamien Ho Chi Minh et l'Algérien Abdelkader Hadj Ali, initiateur, fondateur de la première étoile nord-africaine. Ils éditent une revue modeste dont le titre est écrit dans 3 langues, le Paria, en arabe, al-Mankour, et en caractère chinois. De là partit la dynamique qui fait de l'émigration algérienne, structurée dans les fédérations de France, le pilier, le soutien du mouvement national algérien radical jusqu'à l'indépendance en 1962. Hiwar. Voilà, donc comme annoncé au début, nous sommes en présence, nous avons l'immense plaisir d'avoir la Moudjahida, Madame Salima Sahraoui Bouaziz, neurologue. Vous êtes co-auteur avec votre défunt conjoint Rabah Bouaziz, dit l'Akhdar, d'un ouvrage paru en 1961 en Suisse, réédité en 2014 pour notre plus grand bonheur par Casbah Éditions. Et le titre est « L'aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne ». En fait, plus d'un demi-siècle pour sa réédition. Pourquoi, Madame Sahraoui Bouaziz? Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invitée parce que ça me donne l'occasion de parler d'une période très importante de ma vie dans la vie de l'Algérie et d'une période très importante des Algériens qui ont réussi les Algériennes et des Algériens qui ont réussi quand même à arracher l'indépendance nationale. Ce livre, c'est toute une histoire. J'ai été militante dans ma tête, j'ai été militante de l'indépendance de l'Algérie depuis toujours. Parce que dans notre famille, mes parents étaient nationalistes. Mon père militait avec Ben Badis. Il a même... quand il était jeune, distribuait le journal du Parti communiste. Et ma mère était aussi très nationaliste, puisqu'un jour, quand on l'a traitée de sale bicotte, elle a précipité une de ses copines françaises dans un buisson et elle a failli la tuer. Donc nous étions très sensibles à l'injustice du colonialisme, l'injustice faite à notre population et à l'arrogance des colons. Mais nous avions aussi des bonnes relations avec des Français, des pieds noirs qui étaient des gens tout à fait bien. Je suis sûrement pas raciste. Et vous étiez à Blida à cette époque-là? Nous étions à Blida. Je suis d'une famille de 12 enfants, donc avec 9 filles, ce qui déjà, socialement parlant, dans notre société, 9 filles pour une famille, pour un père de famille, c'est un problème à gérer. Et mon père l'a géré en nous envoyant à l'école et en insistant sur la nécessité d'acquérir l'instruction pour ne pas se laisser dominer et pour acquérir notre autonomie, aussi bien par rapport à la population européenne et aussi par rapport à un éventuel mari. Il voulait que nous soyons autonomes. Pour l'époque, c'est extraordinaire. Absolument. Oui. Et même malgré que ses amis des notables de Blida lui disaient « Comment tu laisses tes filles elles sont grandes, c'est des jeunes filles, ça se fait pas et tout. » Maître Selom, il leur disait « Dabro ala rohkom, moi je sais ce que je fais, je pense à l'avenir de mes filles. » En 54, à la déclaration de 54, je me suis sentie tout de suite interpellée et j'attendais, je croyais on me donnait un fusil, que j'allais aller au maquis comme ça. Pourtant, j'étais une grande, presque 20 ans. J'avais 18 ans. Et on a attendu, on était à la fac. J'étais étudiante en gymnastique, enfin, je voulais faire prof de gym. On suivait de très près les attentats, les informations. On était, quand je dis on, c'est parce que dans la petite communauté étudiante, avec ma famille et avec les amis algériens que je connaissais, on se sentait complètement interpellé et partie prenante.
Mais l'organisation, ça se fait pas comme ça. Donc, j'ai rien fait de spécial à ce moment-là. Mais quand il y a eu l'appel du 19 mai 1956, là, on a fait la grève, évidemment. J'ai voté la grève. J'ai suivi toutes les opérations qui ont précédé un petit peu toute l'agitation politique qu'il y a eu avant, pendant, après. Et puis, avec ma sœur et avec d'autres amis comme la Yerhamha Mesouda Bedj, comme Zahra Drif, on s'est préparé pour aller au maquis. Donc, on a commencé à préparer, on a préparé des sacs et tout, sacs de sport, tout ça. Et puis, on attendait et finalement, on nous a donné des rendez-vous, mais on nous a pas emmenés. On a continué à attendre comme du 19 mai jusqu'à la fin de l'année scolaire. On était organisés dans quelques chambres d'étudiants dans le pavillon des garçons parce qu'on nous a demandé de libérer les chambres des filles. Et on était comme ça, une quinzaine d'étudiants, à vivre en autarcie. On faisait à manger, on écoutait de la musique, on apprenait à taper à la machine. On apprenait peu de soins, les soins médicaux, à faire les pansements, à faire les piqûres, les vaccins. Et on s'informait sur l'activité du FLN. C'est les garçons qui venaient nous apporter l'information. Puis, la fin de l'année scolaire universitaire arrivant, l'administration nous a dit de quitter, de libérer les chambres de la cité. Et le maquis Makesh, on n'est pas venu nous chercher, ni ma sœur, ni moi. Celui qui était censé venir nous chercher, c'était Monsieur Aubouzard, qui est, je crois, qui est vivant. Et s'il m'entend, il saura. On était très dépités. Oui. Et Mesouda, ma copine Mesouda Bedj, qui était infirmière à la Croix-Rouge, elle, par contre, j'ai assisté à son départ. Elle est partie en même temps, à peu près en même temps, mais pas le même jour que le colonel Hassan, celui qui est devenu le colonel Hassan, c'est Youssef Khatib et Medjawi Abdelalim, qui était avec nous là-bas. Donc, on nous a laissés comme ça. Je dois dire qu'avant, quand il y a eu la grève, mon père est venu nous chercher pour nous rentrer à la maison. Il nous a dit, maintenant il y a la grève des études, vous n'avez plus rien à faire là. Et ça, je l'ai raconté souvent. Moi, j'avais un autre projet, celui d'aller au maquis. Donc, quand il est venu nous chercher, je lui ai dit, j'étais pas prête du tout. Je lui ai dit, mais non, on va au maquis. Tu peux rentrer à la maison, on va au maquis. Alors, il a été complètement effrayé. Il m'a dit, mais comment, tu sais ce que c'est, tu sais de quoi tu parles. La guerre, c'est les hommes qui la font, tout ça. Ça, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais c'est une date importante pour moi. Oh, oui. Et il a presque pleuré. Et je lui ai dit non, mais je lui ai tenu tête et c'était pas un père à qui on tenait tête jusque-là. Il a découvert quelque chose, et moi aussi, que je pouvais tenir tête à mon père qui me faisait baisser les yeux. C'est-à-dire, chez nous, le père, quand il arrivait, on se taisait. La radio, on l'arrêtait. Si on était en train de chanter, on s'arrêtait. Si on était on se couvrait, tout ça. Le père autoritaire. Il m'a dit, je descends, si dans 5 minutes tu n'es pas là, je pars. Je ne suis plus ton père. Je lui ai dit, tu peux partir. Il est descendu, il a attendu, il est parti. Voilà mon premier acte patriotique. Oui. C'était, j'ai tenu tête à mon père. Personne dans la famille ne lui tenait tête. La désobéissance. Oui. Premier acte de rupture. De rupture. Et je suis restée en me sentant même pas culpabilisée. Je trouvais que la cause nationale, il n'avait pas l'air de comprendre ce que c'était. Or, lui, c'était un militant. Un ancien militant. Oui. Et donc, c'est de gaieté de cœur que j'ai rejoint le groupe qui est resté à la cité. Et je vous dis, on a vécu en autarcie comme ça, en apprenant plein de choses à faire. Il y avait Kouhil, qui est devenu pharmacien après. Il y avait Sameri Malayen. Il y avait Douja Khaznadi, qui a épousé au maquis, qui est allée au maquis, elle, par contre. Elle a épousé M. Khaznadi au maquis. Et il y avait M. Ouda, évidemment, qui partit aussi. Voilà, je ne me rappelle plus le nom de tout le monde. Il y avait Boussalah aussi. Bref, on attend comme ça. Du moment qu'on ne va pas au maquis et que l'administration nous dit de libérer les chambres, je suis rentrée quand même à la maison.
Et maintenant, je m'étonne qu'on m'ait reçu sans aucun état d'âme. Et je suis restée là, à rien faire, mais je cherchais à travailler, parce que mon père, qui était au quai judiciaire, n'avait plus d'affaires, vu que le FLN avait interdit aux Algériens de s'adresser à la justice française. Donc mon père, qui était au quai judiciaire, était dans le chômage. Il n'avait plus accès à la justice française parce qu'il respectait l'ordre du FLN. Oui. Et on était 12 enfants. J'ai trouvé par hasard un poste d'institutrice à Chréa, dans l'aérium de Chréa qui était zone de combat, quoi. Il n'y avait que l'aérium qui marchait, cet aérium de la Croix-Rouge, qui recevait des enfants, des orphelins, des tuberculeux, des handicapés physiques et mentaux. Voilà, il dépendait de la Croix-Rouge. Il faisait de l'action sociale et c'était un internat. Et tout le reste du village était vide. Hein. Et on avait eu comme directrice une dame qui s'appelait Madame Mesura, qui était FLN, qui était l'amie d'un dentiste de Bellecour algérien et qui militait dans le FLN. Donc avec elle, ça se passait très bien. Et j'avais une collègue, Nakash, une juive de Bouzarea, qui était là, qui était aussi très sympathisante avec le FLN. Donc quand il y a eu la grève des 8 jours en 1957, j'ai dit au directeur, Monsieur Latsous, qui était un chrétien libéral, chrétien de gauche comme ça, très curé. Je lui ai dit, moi je vous préviens, je fais la grève. Le FLN a dit de faire la grève, je fais la grève. Pour moi, c'était normal. Le FLN était mon administration. Il n'y avait pas autre chose. Hein. Il me dit, comment? Mais vous allez laisser les enfants. Qui c'est qui va savoir si vous faites la grève ou pas? Et vos enfants, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les abandonner? C'est plus important que votre politique, là. Vous dites que vous faites la grève et vous venez prendre votre classe. Vous lâchez pas votre classe. J'ai dit, non, monsieur. Le FLN a dit, il faut faire la grève. Moi, je fais la grève. Très disciplinée. Et j'ai discuté avec ma copine Josiane Nakash, qui était institutrice, qui avait l'autre classe. Elle m'a dit, te casse pas la tête, mais tes élèves, je les prends. Et elle a pris mes élèves pendant la grève, et j'ai fait la grève des 8 jours. Bon, après, j'ai fini l'année scolaire. C'était une zone opérationnelle, Chréa. J'ai vu des choses horribles parce qu'il y avait des militaires qui venaient de temps en temps à l'aérium. Ils nous apportaient des oreilles, des doigts, tout ça. Et en rigolant, ils nous montraient, regardez ce qu'on a, des trophées qu'ils enlevaient aux Moudjahidines. C'était épouvantable. Moi, j'allais rien dire. Hein. J'ai fini mon année scolaire là-bas et pendant les vacances, il y a eu la suspension de la grève par le FLN. Et pour là, ma sœur m'a contacté, ma sœur qui était à Paris, qui était partie à Paris. Fadela m'a dit, tu peux venir parce qu'on ne pouvait pas continuer les études en Algérie, mais on pouvait les continuer ailleurs, dans un autre pays ou en France même. C'est là que je suis allée la rejoindre à Paris. Elle était déjà dans l'UGEMA. Oui. Parce qu'elle était très active. Elle a dirigé pratiquement la campagne pour Djamila Bouhiret auprès des notables français, des femmes et des hommes notables français. Elle a rédigé une brochure. Elle était en contact avec Vergès. Et je lui ai donné un petit coup de main, moi. Et je me suis inscrite en sport à la porte de Versailles, à l'Institut des sports. Et puis j'allais, comme tous les étudiants, au 115, qui était une cellule très active, une cellule nationaliste très active. Quand il y a eu les élections de la section de Paris, ma sœur a été élue vice-présidente de l'UGEMA. Donc l'Union Générale des étudiants musulmans algériens. Voilà. On était en contact avec des nationalistes tunisiens aussi, enfin des bourguibistes. Oui. Dont Hadi Boukouche, qui après est devenu Premier ministre, ce Bourguiba. Enfin, il y avait des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, c'est-à-dire il y avait une communauté anticolonialiste, là. On était des militants anticolonialistes, même si on n'avait ni fusil, mais on était quand même, on avait l'esprit à ça. Et on allait à des réunions, l'UNEF aussi, l'Union des étudiants français était avec nous. Et vraiment, ils ont mené des combats
pour nous soutenir, pour soutenir les Algériens. Mais vous avez adhéré... mais dans ma tête, voilà, j'attendais. Vous avez adhéré à l'UGMA. On n'est pas venu me chercher, c'est tout. Oui, mais ensuite, vous êtes permanente de l'organisation. Alors voilà. L'organisation spéciale. Comment j'ai été permanente de l'organisation spéciale? Un jour, ma sœur, qui était en contact, elle, avec la Fédération de France du FLN, est venue me dire que Hafid Keraman, qui était le président de l'UGMA, lui a dit qu'il cherchait une jeune fille étudiante pour la Fédération de France, pour le comité. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit on a besoin d'une jeune fille. Il y a un responsable qui a besoin d'une jeune fille, d'une étudiante qui a le sens du secret, qui est une tombe. C'est l'expression, Allah yarhamou. C'est son expression. Elle est venue, elle m'a dit voilà, qu'est-ce que tu penses? On cherche une fille, mais il faut que ça soit une tombe. Elle aussi, elle m'a répété comme ça. J'ai dit, j'attends que ça depuis tellement longtemps. Enfin. Vraiment, j'ai été envahie d'une joie, quand même, parce que j'étais en train de me culpabiliser. Je me disais, comme je fais du sport, j'étais dans l'équipe de France. Oui, justement, il faut que nos auditeurs sachent que vous étiez une championne en athlétisme. J'étais une championne dans un club français. Je faisais de l'athlétisme parce qu'il n'y avait pas de filles dans les clubs. Il n'y avait pas de club de filles algériennes. Vous aviez même été présélectionnée pour les Jeux Olympiques. Voilà. J'ai été présélectionnée en 54 pour les Jeux de 56. Oui. Et mon père a refusé. Et quand je suis allée à Paris, comme je préparais le professorat d'éducation physique, j'étais aussi au PUC, au Paris Université Club, j'étais dans l'équipe de France. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait des compétitions. Mais pour moi, ça n'altérait pas du tout ma conscience patriotique. Pour moi, votre désir d'entrer dans l'action. Absolument. Au contraire, je me disais, c'est une couverture. Hein. Et si vous permettez, à l'époque, j'imagine que ça se savait que vous étiez algérienne et donc vous étiez un drapeau. Il devait y avoir des émigrés algériens qui venaient vous regarder. Je pense pas en France. Non. Ici, oui. En Algérie, oui. En Algérie, oui. Mais en France, non. Je pense pas. Le stade du PUC était à côté de la cité universitaire. C'était beaucoup plus Il y avait personne dans les tribunes. On faisait des compétitions. L'athlétisme, encore maintenant, il y a personne dans les tribunes. Non. Mais par contre, mon entraîneur, Robert Bobin, qui est mort maintenant, qui était l'entraîneur de l'équipe olympique française, avait de la sympathie pour notre cause. Il me disait, moi, je vous comprends ce qui se passe. Vous devez souffrir de ce qui se passe dans votre pays et tout. Et nous, on n'est pas comme ça. Il me disait, on n'est pas comme ça. Oui. Tous les Français ne sont pas comme ça. Donc, on m'a dit, si tu es d'accord, tu as rendez-vous à l'hôtel, au Bon Marché, dans un café à côté du Bon Marché, à Paris. Je vais là, je trouve Hafid Keraman que je connaissais, il m'accompagne et il me laisse avec un monsieur que je connaissais pas, il s'en va. Alors, il était beau? J'ai été très étonnée. D'abord, il n'avait pas le type. Il était blond, très crépu, et il passait inaperçu. Il passait complètement inaperçu. Il n'avait pas de moustache. Ah oui. C'est-à-dire vraiment... atypique. Vraiment couleur muraille. Et il me pose beaucoup de questions. Il me demande ce que je fais, d'où je suis, ma famille, tout ça. Beaucoup de questions. Et puis à la fin, il me donne 200 francs. Il me dit, écoute, tu vas apprendre à conduire quand tu auras ton permis et tu apprends à taper à la machine. On va te donner une machine à écrire. Quand tu auras le permis et la machine à écrire, on se recontacte. Tu le dis à ta sœur et on se recontacte. Donc j'ai fait ça, j'ai été m'inscrire à Antony à l'auto-école et j'ai eu la machine à écrire et j'ai vu que c'était pas si facile parce que j'avais eu que 15 jours ou 3 semaines ici à Ben Aknoun, à la cité, je savais rien. Donc j'ai acheté la méthode, j'ai commencé avec la méthode, oui. J'ai vu que c'était trop long. Et je déchirais, je tapais, je déchirais. Et après j'ai appris comme ça. Et puis j'ai eu mon permis et... Pour la cause. Alors justement, on va revenir à l'histoire de l'os avec vous, Madame Selima Sahraoui Bouaziz, juste après, parce que notre réalisatrice nous dit qu'il est temps de passer à la rubrique de Lamia Mahfouf, c'est les archives sonores, et je suis sûre que vous reconnaîtrez quelques voix d'ailleurs. C'est tout de suite dans Bekri.
l'objectif de la Fédération de France était triple. Premièrement, structurer cette émigration et lui expliquer les objectifs de la lutte de libération pour la convaincre à participer à sa manière à ce combat. Deuxièmement, essayer de transmettre le message à l'opinion publique française, parce qu'encore une fois, il faut le dire et le redire, la lutte du FLN dès 1954, c'était pas uniquement le combat militaire, c'était de convaincre le gouvernement colonial et convaincre surtout le peuple de France qu'il fallait accorder l'indépendance à l'Algérie. À un moment donné de l'histoire, l'Algérie a été occupée par la France, et à un autre moment de l'histoire qui s'inscrit dans la grande vague de décolonisation, il convenait de convaincre les Français que le moment de décoloniser était arrivé. Donc, objectif politique. Troisième objectif, non des moindres, c'était un objectif financier. Nous avions là des gens qui étaient parfaitement structurés, très disciplinés et qui étaient invités à participer à l'effort de guerre par leurs cotisations. Plus de 80% du budget de fonctionnement de notre gouvernement provient de notre émigration. Et ça, c'était un courage. Ça nous encourageait. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fait que le FLN et le GPRA ont toujours été indépendants de leur politique des pays frères et amis. Nous n'avons jamais été à la solde de qui que ce soit, et je ne cite personne, je ne veux blesser personne, mais la réalité est que nous pouvions, si aucun pays frère et ami nous avait aidés, eh bien nous aurions pu quand même continuer la lutte par nos propres moyens. Un mois avant les manifestations d'octobre, il y avait Abdelrahman Fers qui a été chargé par certains ministres de la gauche de Gaulle de venir me voir. On s'est fixé rendez-vous à Bruxelles. Et à Bruxelles, aussi, Abdelrahman Fers, il dit voilà, De Gaulle est décidé à négocier d'aller jusqu'à l'indépendance d'Algérie s'ils le veulent. Que tous les Algériens le veulent depuis 1830. Moi, je me dis, aïwa. Pour que la Fédération de France, face à un article dans les journaux, à la télévision, dire que nous arrêtons toute action armée en France. Il n'est pas question de cesser le feu. Quand on cesse le feu, mais les accords d'Évian ont abouti et que la délégation algérienne et la délégation française sont d'accord sur l'accord qui a été fait. Et ils annoncent à ce moment-là l'arrêt des hostilités. Et pour nous, Algériens, ne peuvent avoir lieu, ce cessez-le-feu, que par la voie du CNRA, par la voie de son GPRA. Et à ce moment-là, sera un cessez-le-feu général pour les Algériens et pour les Français. Mais que la Fédération le fasse toute seule, non. Il n'est pas question. Alors, comme nous avons refusé un cessez-le-feu de la Fédération sur le territoire français, Debré a décidé à ce moment-là de casser le FLN. Ils ne veulent pas, on va les casser. Par quoi? Par un couvre-feu. Un couvre-feu de soir jusqu'au lendemain matin. Et alors, ils avaient vu juste. Parce que tout le travail du FLN en France se fait après le repas du soir. Et nous avons décidé une manifestation pacifique. Je suis arrivé donc à Paris, au comité fédéral, et là nous avons donné l'ordre de manifester le 17 octobre. Alors c'était pour le 17, le 18 et le 19 octobre. C'est une manifestation politique et pacifique. C'est la première fois, je crois, qu'on voit dans une guerre un des pays mener une action dans le pays adverse, avec des immigrés. Il faut dire aussi que la Fédération de France, enfin les gens qui étaient dans la Fédération de France du FLN, étaient assez politisés. C'est-à-dire qu'ils avaient, pour la plupart quand même, ils étaient dans les usines ou effectivement en lien avec des intellectuels de gauche ici en France, etc. C'était des gens qui avaient une analyse
et une perspective politique pour l'Algérie indépendante. Voilà. Et c'est Salima Bouaziz justement qui parle de cette Algérie-là. Et je l'ai trouvée très touchante. Salima Bouaziz, c'est donc l'épouse du fameux Rabah Bouaziz, qui était quand même l'un des patrons de l'organisation spéciale de la Fédération de France, donc qui a mené des actions, qui a été agent de liaison. Et on se rend compte comme ça tout un cheminement qui est extraordinaire. Une révolution vient de partout, là où se trouvaient les Algériens, qu'ils soient en France, en Belgique, en Allemagne, ailleurs. C'est ça l'important. Et moi, je revendique cette page de l'histoire. Voilà, donc merci Lamia Hfouf. Alors, je suppose bien sûr Madame Salima Sahraoui Bouaziz que vous avez reconnu les intervenants. Oui, bien sûr. Donc le premier, évidemment, c'est Ali Haroun, Omar Boudaoud. Ensuite, après, c'est Ben Smaïl, Ben Smaïl, exactement. Malik Ben Smaïl, réalisateur du documentaire Guerre secrète du FLN en France en 2010. Et puis notre très chère Moudjahida Aqila Ouared. Voilà. Donc, que nous saluons et que nous embrassons très très fort. C'est bien. Voilà. Oui. Donc au niveau des réactions, du contenu là qui a été... Moi je vous dis, moi j'étais militante de base. Hein. Oui. Donc j'étais pas dans le secret. Oui. Mais... c'est nous qui tapions les papiers. Donc finalement, l'ordre du 17 octobre, j'ai fait partie de ceux qui l'ont tapé, de celles qui l'ont tapé. Maintenant, je ne peux pas vous affirmer que c'est moi qui l'ai tapé, parce que nous étions auprès du comité fédéral, il y avait Fatima Farrahi, Allah yarhamha, qui est vraiment... Là, je peux mettre des superlatifs. Elle connaissait plusieurs langues, elle passait partout, elle était très efficace et elle faisait beaucoup de missions de liaison avec le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Et c'est peut-être elle qui a tapé le papier. Il y avait aussi Nadia, on l'appelait Nadia, c'est Dahbiya Tekla. Bon, il y avait moi, donc on était... Et il y avait... Attends, j'oublie une des plus importantes, c'est Madame Haroun, Janine, qui était dans la discrétion, personne ne parle d'elle, tout ça, mais moi je sais qu'elle a été un des piliers du travail de secrétariat et de documentation. Et donc Janine, je te dis bonjour et je ne peux que te rendre hommage pour tout le travail que tu as fait. Et tu ne veux absolument pas apparaître dans la lumière, mais moi, je sais combien tu as été importante. Oui, Rachida Mansaf. Vous citiez justement une militante en parlant du comité fédéral. Rappelons donc qu'il y avait un comité fédéral de 5 personnes qui dirigeait la Fédération de France, créée à l'époque sur un travail qui datait de plusieurs décennies, mais qui a été créé pour construire une organisation au départ de soutien seulement, mais qui ensuite est devenue, avec l'ouverture du deuxième front, donc en France, qui est devenue une organisation à part entière, avec sa partie organisation spéciale. Et donc, dans laquelle il y avait votre mari avec l'Adlani. N'oublions pas que Aben, qui a voulu que la France intervienne avec cette importance. Et qu'il fallait tout faire pour intégrer la France dans la guerre avec cette importance. Et Boudief, qui était responsable à ce moment-là de la Fédération de France, qui n'était pas encore FLN, avant le FLN. Oui, c'est ça. 53. Donc, mais on n'a pas parlé de Aben. Il est derrière tout ce qui a été fait d'important. Et donc, je disais, dans cette direction... qu'on appelle le comité fédéral, est-ce qu'il y avait des femmes? Eh bien non, c'est une remarque qu'on peut faire pour tout le FLN en général. Il n'y avait pas de femmes organisées dans la structure du FLN. On n'a pas eu conscience au début de ça, mais finalement, au cours de la guerre, on a été nombreuses à se rendre compte qu'on était très utilisés en tout cas, on participait à beaucoup d'opérations, mais à titre, on nous appelait les agents de liaison. Agents de liaison, ça devrait être réservé uniquement aux agents de liaison, c'est-à-dire aux personnes qui font des liaisons entre un responsable et un autre, un lieu et un autre. Nous n'étions pas que ça, nous étions aussi ça. Je sais que nous étions des tout-terrains. Les femmes étaient tout-terrain.
déjà, vous conduisez des responsables. Vous vous rendez compte de la responsabilité, de la confiance qu'ils ont en vous. Vous les conduisez. Déjà, leur sécurité est entre votre volant. Et puis, vous allez les emmener à des endroits que vous devez oublier. Et ils vont voir peut-être des gens, peut-être que vous aurez l'occasion de voir des gens que vous ne devez pas voir. Donc, il y a cette confiance. Le secrétariat fait qu'il y avait aucun d'eux ne tapait à la machine. Alors, il y avait des documents secrets qu'ils ne voulaient pas du tout donner au secrétariat. Ils étaient écrits à la main. C'est vrai. Ils ont tous donné des directives à la main. Il ne faut pas croire que tous les papiers du comité fédéral passaient par notre machine à écrire. Mais la masse des documents passait par nos mains. Mais on avait la directive d'oublier. On nous avait bien expliqué qu'il fallait oublier tout ce qu'on tapait. Si bien qu'on oubliait au fur et à mesure. C'est une capacité qu'on développe. Oui, on oublie les gens, on oublie les noms, on oublie ce qu'on a tapé. S'il faut oublier, on l'a oublié. Il y avait le délit de faciès, il y avait les contrôles. Donc, les petites sœurs qui étaient avec moi, comme moi, très au fait de la mode parisienne. Oui, et passer inaperçu. On avait la directive pour ça, il fallait passer inaperçu. Et que ce soit Zina Harag, pour laquelle je souhaite une meilleure santé, malheureusement elle est très, très mal. Que ce soit Zina qui avait l'air d'une Allemande. Elle parlait couramment l'allemand. Oui. Et quand je l'ai rencontrée au début, je me serais jamais douté qu'elle était algérienne. Il y avait Aïcha Bouzar, il y avait comme étudiante, il y avait Fatma Zohra Bendissari, dont le frère était à la radio aussi, et qui a fait quelques mois à la Roquette. Il y avait Ben Smaïn, Zekia Ben Smaïn, qui a été aussi à la Roquette. Il y avait ma sœur Fadela. Il y avait Beya Aktay, dont je n'ai plus de nouvelles, qui passait vraiment pour une Française. Je cite comme ça parce que c'est important. Il y avait Yamina Idjeri, qui est maintenant Madame Amoura, qui a posé la bombe à Marseille. Ouais. Il y avait Mimi Maziz, que vous avez dû connaître, qui aussi passait complètement inaperçue et qui faisait partie des groupes de choc, c'est-à-dire qu'elle accompagnait les groupes de choc pour donner les armes, reprendre les armes, prendre les blessés et tout ça. Et elle était jeune. Il y avait une Allemande, Inge Uschholz, qui était toujours en tandem avec Zina Harag. Elles parlaient l'allemand toutes les deux. Et je suis même allée chez ses parents à Düsseldorf une fois. De famille très modeste, qui était une militante engagée à fond avec le FLN. Elle était allemande. Hein. Donc, je veux dire, j'ai appris à marcher avec les talons. Moi, j'ai jamais mis de souliers à talons. J'ai appris à marcher avec les talons. Je me suis teint les cheveux. J'étais chez le coiffeur, un coiffeur tunisien qui ne nous faisait pas payer. Et donc, vos tâches dépassaient le secrétariat de très loin. C'est-à-dire qu'on n'était pas ce qu'on dit des agents de liaison. Non, on faisait à manger aussi, parce que quand ils font des réunions qui durent plusieurs jours, alors il y avait comme au Vatican, la fumée qui sortait, ils fumaient tous. La fumée à couper au couteau. On était là, on leur apportait le café, le thé, le café à manger, les journaux. Ils n'allaient jamais acheter les journaux. C'est nous qui achetions les journaux parce que les bureaux de tabac étaient surveillés, entre autres. Et il y avait les relations avec les étrangers, avec les réseaux. Moi, j'ai travaillé essentiellement avec les réseaux. J'ai connu quelques Algériens et quelques Algériennes, mais j'ai travaillé surtout avec les réseaux Janson, le réseau Curiel, le réseau Raptis, avec les curés, Davzi et Boudouresque. Et j'ai connu comme ça tout un monde de la culture, parce que le FLN, il faut voir les relations qu'il avait dans le monde français, dans le monde de l'élite. Oui. À propos de culture, Fatima Sabri nous fait signe que nous c'est devons... la transition idéale. Oui, c'est que nous devons passer à la rubrique de notre ami Abdou Sayah, qui s'est déplacé d'ailleurs à la Bibliothèque nationale pour recueillir auprès de M. Bendamesh Abdelkader son témoignage, partager ses connaissances sur le poète militant Mohamed Bouzidi. Art et révolution.
Monsieur Abdelkader Ben Dahmesh, bonjour. Très souvent, les poètes ont combattu avec leurs belles plumes et très souvent, le message passe et il est très clair. Aujourd'hui, vous avez envie de rendre hommage à ce poète d'Alger, Mohamed Bouzidi. Ah ben oui, Mohamed Bouzidi, je dois vraiment en parler avec une grande émotion parce que c'est une grande personnalité. Il était poète, il était écrivain aussi, il était comédien et aussi grand militant de la cause nationale. Mohamed Bouzidi, il est né en 1934, c'était en décembre, et il est mort le 10 août 1994, il était âgé de 60 ans exactement. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? C'était un fin lettré. Pourquoi? Parce qu'il a été à l'école Shabib al-Islamiyya de Mohamed al-Aïd al-Khalifa, avec les grandes personnalités qui existaient à l'époque. Puisqu'il est né à la Kasbah, Mohamed al-Aïd al-Khalifa dirigeait cette école et beaucoup de personnalités sont passées par cette école. Et à 13 ans déjà, il était dans Jannat al-Atfal. Jannat al-Atfal qui était encadré par Reda Faleki, pas des moindres. Reda Faleki, c'est lui l'inventeur de la chanson enfantine chez nous et puis des activités pour enfants de l'époque avec Zohair Abdellatif en particulier. Il était, comment dire, Mohamed Bouzidi avait la diction facile, il avait l'éloquence, il avait le choix des mots. Je le compare souvent avec les grandes personnalités comme Issam Saoudi, comme Moufdi Zakaria, comme ce sont des noms qui ont porté très haut la langue arabe comme une sorte d'arme pour combattre les autres à l'époque qui nous voulaient du mal. Il était incarcéré. Oui, il a connu déjà les affres de geôles colonialistes en 1957 et puis il s'échappe. Et il va en France et il se spécialise dans la collecte de fonds comme beaucoup de militants qui le faisaient à l'époque sans dire leur fatigue, sans dire les moyens qu'ils dépensaient pour ça. Et puis ensuite, en 1958, il rejoint la troupe artistique du FLN. Et avec cette troupe artistique du FLN, son histoire est connue. Il va aider, il va créer des textes, il va écrire des textes pour Ahmed Wahbi, pour l'Hadirja, pour beaucoup de monde là-bas. Et puis, en même temps, au cours de son passage à Tunis, il avait aidé Issam Saoudi dans la voie de l'Algérie. Il était engagé face au colonialisme et avec des mots. Et les mots, quand il est arrivé à Tunis, il commençait déjà à écrire Anel Ladji, je suis réfugié. Et il écrit aussi Ya Ummi Matrafish, interprété d'une manière magistrale par Ahmed Wahbi. Il a écrit Unshudat al-Rabi' plus tard pour Ourad Boumdien. Et il a écrit aussi plus tard Al-Quds, ça c'était pendant l'indépendance. Et c'est un monsieur qui était tout le temps en train de créer, d'être à côté du mot qui allait droit dans le cœur des Algériens, tout comme l'a fait avec brio Issam Saoudi. فابتلينا بجحفل جرار واقتحام الحمى بلا إنذار وأطلت على الديار فرنسا بالمنايا وجيشها الغدار يوم قمنا إلى الدفاع شيوخا ونساء بعزمة الزئار يوم قمنا إلى الجهاد سرايا صامدات لجحفل جرار. Merci Abdelkader Ben Dahmesh et merci Abdou Sayah. On vous retrouve donc comme d'habitude la semaine prochaine. Alors pour revenir à la question des femmes, Madame Salima Sahraoui Bouaziz, je rappelle, Moudjahida, membre permanente de l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN et à partir de 61, responsable de la section des femmes de la Fédération de France du FLN. Alors, ça consistait en quoi, cette section et cette responsabilité? Voilà, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ont fini par prendre conscience, en tout cas dans mon petit périmètre, par prendre conscience que nous étions actives, mais que nous n'étions pas structurées. Donc, alors que nous admirions beaucoup le schéma structurel des hommes, très scientifique, très efficace, et on se demandait pourquoi nous, on nous appelait seulement un genre de liaison, et puis c'est tout. Alors, j'en ai discuté avec
mon mari, essentiellement avec Rabah Bouaziz, et avec son bras droit, l'extraordinaire Majid, c'est-à-dire Nasreddin Ait Mokhtar, qui est vraiment... Nasreddin Ait Mokhtar mérite une statue, parce qu'il n'est même pas connu, alors qu'il a été extraordinaire, et tous les gens de la Fédération de France pourront en témoigner. C'est quelqu'un qui avait en même temps la valeur militaire, puisqu'il avait fait son service militaire, et il était très, très professionnel militaire. En même temps, il était étudiant en médecine, il était intelligent. Il faisait partie d'une famille de nationalistes qui a donné beaucoup à l'Algérie. Son frère était un policier français qui nous renseignait. Et il était le neveu de Abdelrahman Fares, qui était qui était pour le FLN celui qui avait l'accès à De Gaulle. Oui. Il était intermédiaire, mais intermédiaire intelligent, c'est un haut niveau quand même. On était renseigné sur tout ce qui se passait par les relations qu'il avait, lui, à la présidence française et au palais Bourbon français et tout ça. Et bon, alors j'avais discuté avec eux et avec Mokhtar et Rabah, parce qu'on ne voyait pas beaucoup de monde. Quand on se réunissait, quand on était 3, c'était une réunion, quoi. Oui, clandestinité avec la clandestinité, oblige, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et là, et mon mari a toujours été très défenseur de la place de la femme dans la société algérienne, et il disait toujours, il se disputait des fois au niveau du comité fédéral avec cette prétention-là qu'il avait, de dire c'est la femme le rôle de la femme est essentiel, et c'est avec la femme qu'on va gagner, c'est la femme qui est décisive, qui sera décisive. Et donc il a fini par les convaincre au niveau du comité fédéral de créer avec quelques réticences, je vais pas, il y en a qui sont plus là, je vais pas les charger, quelques réticences quand même, parce que c'était pas dans nos mœurs. Oui. De créer en politique une association féminine, c'était pas dans nos mœurs. Mais quand même, on l'a initié en 61, avant le 17 octobre. Oui. On l'a initié, donc on a contacté les militantes permanentes qui étaient déjà comme Aqila Ouared, comme Yamina, je vous ai dit, Ouda Ben Nassar, comme Houria Ben Bournan, Yamina Idjeri, Zina Hareg, pas Zina Hareg, elle était au Maroc à ce moment-là. Elle avait fui de la... Ils l'ont fait sortir, ils l'ont exfiltrée. De la prison. Oui, au moment des grandes arrestations, elle a été arrêtée au moment des grosses arrestations, elle a été arrêtée, puis ensuite elle a fait quelque chose qui n'a jamais été fait. L'évasion avec les Françaises, et une autre, Fatima Ahmed de Batna, évadée de la Roquette, ça s'était jamais vu. Bon, donc la section des femmes, elle a commencé tout petit, avec un petit comité de coordination, parce que la collégialité, c'est la règle. Il n'y a pas de chef. Collégialité, moi j'étais responsable, non pas parce que j'étais chef, mais parce que j'étais en contact avec le comité fédéral, donc je pouvais transmettre dans les deux sens, transmettre les directives et ramener les rapports aussi. J'étais le lien. On a commencé par un petit comité de 6. Chacune d'elles devait aussi contacter 2 ou 3 et les convaincre. Et comme ça, en quelques semaines, on a eu un réseau à travers la France. Que vous estimez à combien, à peu près? Peut-être je vais vous décevoir. Non, peut-être 150. En quelques semaines. En quelques semaines. Oui. Moi, je parle des militantes. Bien sûr. Oui, de militantes oui. Qui étaient chargées de mission. Et elles avaient comme rôle, c'était déjà en 61, déjà de s'introduire dans les familles et de faire de la propagande politique auprès des familles, parce que celles qui ne sortaient pas, elles sortaient pas, les émigrés, les femmes émigrées, elles ne savaient pas tellement ce qui se passait, les hommes ne leur racontaient pas non plus, elles se doutaient un peu, mais elles étaient assez frustrées de ne pas être associées. Donc, ces femmes-là sont rentrées dans les foyers et ont fait des petites réunions dans les foyers pour expliquer la guerre, le sens de la guerre, l'importance du soutien à la guerre de tout le monde, mais qu'on soit alphabétisé ou pas, et pour pouvoir
Et puis elle leur donnait aussi les informations qui étaient sur le Moudjahid, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe dans le monde diplomatique, les actions à l'ONU, tout ça. Et puis elles avaient aussi comme rôle de regarder si dans la maison il n'y avait pas des choses à faire au point de vue de l'hygiène, au point de vue de la pédagogie, enfin, de la pédiatrie s'il y avait un bébé. Oui. C'est-à-dire qu'elles étaient comme des assistantes sociales aussi. J'imagine que pour la grande manifestation du 17 octobre 61 et celle du 20 octobre 61. Oui, justement. N'oublions pas. J'imagine que la section a joué un rôle fondamental. Ah, oui, absolument. Parce que le 17 octobre, justement, on avait commencé à agir un peu avant. Et à Paris, c'est là où il y avait le plus d'efficience. Hein, dans les familles, Paris, ça veut dire la ceinture, hein, dans les bidonvilles. Hein. Dans les bidonvilles, les femmes ont été contactées très vite par la section des femmes. Et il y avait, bien sûr, les responsables hommes avaient aussi la directive de mobiliser leurs femmes, là. Oui. Même s'ils n'étaient pas d'accord. Des fois, ils n'étaient pas d'accord. Mais là, évidemment, ça a beaucoup boosté le 17 octobre. Il s'agissait de faire évoluer les mentalités. Il s'agissait absolument d'amener au maximum, de préparer au maximum à l'indépendance et à un rôle que les femmes devaient jouer dans notre société. Donc l'alphabétisation, les cours d'alphabétisation, comme chez les hommes. Oui, oui. تاريخنا. La semaine dernière, notre historien Dahoud Jorbal et notre sœur Badia Haddad ont abordé les retombées du code de l'indigénat. Alors on est toujours à la fin du 19e siècle, mais quel en est le contexte? Pour se remettre bien comme il faut dans le contexte de la fin du 19e siècle, au fond, la fin du 19e siècle, c'est la désintégration des communautés algériennes, rurales, montagnardes, dans des montagnes ou des villes. Mais les plus, monsieur Dahoud Jorbal, c'est plutôt les campagnes et les montagnes qui ont subi les plus grands disons, terrorisme colonial, en fait, si vous préférez. Donc au fond, c'est eux qui ont plus directement, puisque d'une manière ou d'une autre, 80% de la population vivait dans les campagnes et dans les régions montagneuses. Donc au fond, les dispositifs dont nous avons parlé, à la fois juridiques, à la fois judiciaires, mais aussi de répression, des résistances, du refus de l'application des lois françaises, vont entraîner une désintégration des populations, mais aussi une destruction de leurs réserves et de leur patrimoine. Ce qui fait qu'on va voir apparaître des plaques de misère. On va voir apparaître la famine. On va voir apparaître des épidémies. Et là, il y a une chute démographique très, très forte à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et cette chute démographique est considérable parce qu'elle suit une autre chute démographique due à la conquête française de l'Algérie. Donc au fond, on arrive à la fin du 19e siècle avec une population affaiblie, dispersée, désintégrée, mais qui continue appauvrie au sens propre du terme. Hein. Peut-être que nous aurons l'occasion de parler de cet aspect par la suite. Et ce qui va rester, ce sont quelques éléments, disons, qui ont accepté de collaborer avec la France. Et ces éléments qui ont accepté de collaborer avec la France, qui ont accepté des offices, qui ont accepté des fonctions, qui ont accepté des privilèges en conséquence, ce sont les descendants, ce sont les enfants ou les petits-enfants des notabilités qui ont été les forces auxiliaires de l'armée coloniale française au début de la colonisation. Donc leurs enfants et leurs petits-enfants sont considérés comme des élites et comme des notables, puisqu'ils ont bénéficié d'un certain nombre de biens, de propriétés qu'on a confisquées aux Algériens qui ont résisté et qu'on leur a attribuées, qui ont bénéficié d'offices comme le grade de Bachara ou de Hara ou de Qaïd. Donc au fond, ils avaient un revenu qu'ils puisaient sur les populations. Parce que c'est sur la base de l'impôt qu'ils levaient sur les populations qu'ils recevaient leurs primes. Donc au fond, ces gens-là ont pu envoyer à l'école leurs enfants. Donc, au début du XXe siècle, on voit apparaître une sorte de petite classe moyenne, intermédiaire,
qui est victime d'un double complexe. C'est le complexe de subalternité par rapport aux Français, par rapport à ceux qui les dominent, et le complexe de supériorité par rapport aux indigènes. Donc au fond, leurs compatriotes. Et ils se considèrent eux-mêmes comme les représentants des indigènes musulmans, tels qu'on les a appelés à l'époque. Et ces représentants, petit à petit, vont considérer que, de toute façon, ils auraient peut-être le droit d'être traités comme les citoyens français. Donc, au fond, les premières revendications, si on peut appeler ça des revendications, mais en fait, je préfère dire en français, c'est le cahier des doléances. Les premières doléances, qui ne sont pas encore des revendications, le terme revendication est fort. Les premières doléances viennent de ce qu'on va appeler les jeunes Algériens. Donc ce sont les enfants et petits-enfants de ces Bachara, de ces Zahra, de ces caïds du 19e siècle. Qui refusaient ce statut Qui ne refusaient pas, mais qui disaient, au fond, et je vais vous donner quelques passages qui l'expriment très bien, qui, à partir de 1912, vont s'appeler les jeunes Algériens. Alors les jeunes Algériens, pour se distinguer des Algériens de la tradition, qui sont habillés avec le gnour, qui sont habillés avec le burnous. Donc eux, ils commencent à porter le vêtement occidental. Ils commencent à porter le costume, la cravate. Et ces gens-là vont dire finalement, est-ce que nous n'aurions peut-être pas droit à quelques autres privilèges qui ressembleraient à ceux dont disposent les Français, à ceux dont bénéficient les citoyens français. Et là, l'occasion est venue en 1912 avec la loi sur la conscription obligatoire qui a été prise par le Parlement français parce que la menace allemande commençait à se pointer. Et là, il y a une lettre que vont porter un certain nombre de notables au gouvernement français. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Les indigènes de l'Algérie sont prêts à remplir vis-à-vis de la mère patrie tous leurs devoirs de patriotes, mais ils estiment que cette nouvelle charge, qui est la conscription obligatoire, donc aller porter les armes, au nom de la France, mais ils estiment que cette nouvelle charge, c'est-à-dire la conscription obligatoire, devrait avoir pour contrepartie une amélioration de leur sort. Donc ça, c'est les premières formes d'expression qui ne sont pas encore pour vous, de la revendication, pas de la revendication nationale ni nationaliste. On va s'arrêter là. Donc on est dans un mouvement de réforme. D'accord, un mouvement de réforme qui a commencé dans les années 1912. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. On peut dire que c'est les prémices. Oui. Merci Badia Haddad et Dahoud Djarbal. J'en profite justement, puisque c'est le sujet, de rappeler que l'historien Dahoud Djarbal, consultant avec nous, est l'auteur de l'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN, paru aux éditions Chihab en 2012. Et je reviens à vous, Madame Salima Sahraoui Bouaziz, parce que vous n'avez pas répondu à la première question concernant votre livre, dont je rappelle le titre, L'aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne, donc coécrit avec votre conjoint Rabah Bouaziz et édité par Casbah en 2014, soit 53 ans après la première édition en Suisse. Ce qui est plus important pour moi maintenant, c'est que les produits de la vente sont destinés à l'association Avif Wassila, c'est-à-dire l'association de défense des femmes et des enfants victimes de violences. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon de rendre hommage à mon mari qui est décédé et qui était lui derrière l'initiative de cette rédaction, et qui était tellement pour le progrès et l'émancipation des femmes. J'ai pensé que c'était la meilleure façon que j'avais de lui rendre hommage, c'était de procéder à la réédition de cet ouvrage que nous avons publié en pleine guerre. Alors, comment ça a été publié? On devrait savoir en Algérie qu'en 1958, il y a eu en France ce qu'on a appelé le second front, c'est-à-dire sur les directives de Abben Ramdan, Allah yarhamou, mon mari Rabah Bouaziz, qui était dans la Wilaya 4, commissaire politique, a été envoyé en France pour rejoindre le comité fédéral et porter la guerre sur le sol français, pour déjà
dire devant à l'opinion mondiale que les émigrés, c'était aussi des Algériens et que l'émigration participait à la guerre d'indépendance. Deuxièmement, pour que le pouvoir français soit obligé d'immobiliser sur le territoire français des troupes qui étaient destinées à venir faire la répression en Algérie. Et il y avait aussi les négociations en cours pour bien affirmer que c'était le FLN qui était le seul interlocuteur. Et c'est là que mon mari m'a dit on va écrire quelque chose. Et là, je l'explique dans la présentation que j'ai faite. Il m'a dit on va écrire un livre sur le colonialisme. On va faire des recherches. Et, ben voilà. Et c'est comme ça qu'on a... D'où cet ouvrage, oui, l'aliénation colonialiste et la résistance de la famille algérienne, Selima Sahraoui Bouaziz et Rabah Bouaziz aux éditions Casbah, 2014. Je termine. Oui. Et ce livre a été donc, pour le publier, on s'est adressé à Niels Anderson, qui était un ami de l'Algérie, qui a fait énormément, puisqu'il a publié d'autres ouvrages comme la question, le livre de Keraman aussi. Bon. Et ensuite, il a été distribué dans toute l'organisation, dans toutes les ambassades, à tous les journaux. Et j'ai eu confirmation par Niels Anderson, qui est venu aussi là cette année, que ça a été distribué aussi bien en Asie. Moi, je ne savais pas que le tirage avait été aussi important qu'aux États-Unis, et il a eu des retours. Niels a eu des retours. Donc il était temps que 53 ans après, on le trouve ici en Algérie. Alors 53 ans après, m'intéressant à Wassila et quand même bouleversé par le retard social qu'on a, par ces femmes battues et ces enfants maltraités, je participe on m'invite à chaque fois aux réunions de Wassila, et je me suis dit, bon, si Rabah avait été vivant, il viendrait avec moi, donc je vais ressortir ce travail fait dans la clandestinité, et puis les bénéfices iront à cette association, parce que c'est... Merci beaucoup. La femme a besoin que la société la respecte et l'accompagne, parce que sinon la société, elle est indispensable à la société. Merci beaucoup, Madame Selima Sahraoui Bouaziz. Avant de nous quitter, juste un petit mot quand même à un grand monsieur qui nous a quittés il y a 6 jours, René Vauthier, une pensée au cinéaste René Vauthier. René Vauthier. Oui, mais René Vauthier, je pense qu'il serait d'accord de partager l'hommage que je lui porte avec tous ces Français qui, se mettant contre le pouvoir de leur pays, nous ont aidés, nous ont hébergés, nous ont soignés et nous ont défendus. Donc René Vauthier, bien sûr, c'est un frère, mais il y a les autres aussi, on ne peut pas tous les citer, mais il y en a, c'est inattendu. Par exemple, quand on dit que François Sagan nous a aidés, c'est inattendu. Mais Jean-Paul Sartre a fait un travail extraordinaire. Et puis des gens plus obscurs, des militants syndicalistes. En tout cas, les universalistes français ont compris notre cause, et nous devions être des exemples. C'est-à-dire que quand nous allions les voir, nous devions représenter toute la justesse de notre cause, et nous devions être exemplaires. Ça, c'est très important. Les militants étaient exemplaires. Nous n'étions ni nationalistes étroits, ni chauvins musulmans, nous étions pour les droits de l'homme. Et à la Fédération de France du FLN, j'ai vécu toute la guerre comme ça. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui porte le même nom que l'émission, Feshhadou, Histoire et Mémoire, et que vous retrouverez nos émissions sur le site de la radio, radioalgérie.dz/chaîne 3. Et pour finir notre émission, la dernière minute de texte sera exceptionnellement lue par notre invité aujourd'hui. Au revoir, à la semaine prochaine. La dernière minute. Monsieur le juge, nous avons l'honneur de vous informer que nous ne recevrons pas les experts que vous avez commis pour nous examiner. D'abord, parce que l'expertise n'est pas contradictoire,
alors qu'il nous semble que dans une affaire de torture aussi grave à l'électricité et à l'eau, ayant eu lieu dans un bâtiment officiel, le ministère de l'Intérieur sous la direction d'un des plus hauts fonctionnaires de l'État, une expertise pour être probante doit être contradictoire. Saisi par notre avocat depuis plus de 10 jours, Monsieur le Président de la Commission de sauvegarde, qui seul peut ordonner une telle expertise, ne l'a pas fait. Dans un but d'efficacité et afin que la lumière fût faite d'urgence, nos tortures remontent à plus de 3 semaines. Nos conseils ont proposé au procureur de la République que parmi les 3 experts qu'ils nous demandaient de désigner, figurât un expert proposé par eux. Un nom fut avancé et accepté. Cet expert, éminent par ses titres et par son passé, n'a pas été commis. Nous sommes donc forcés de constater qu'à un déni de justice fait suite maintenant une violation à la parole donnée. Dans ces conditions, nous ne pouvons être plus royalistes que le roi. Si la justice française refuse la dernière chance que nous lui offrions de laver son honneur dans les affaires de torture qui ont soulevé l'indignation du monde entier, nous ne pouvons rien qu'attendre que nos dernières croûtes tombent et que le doute savamment préparé profite à nos tortionnaires. Ce sera à l'opinion mondiale d'apprécier si nos séjours à l'hôpital ou dans les locaux de la torture, 10 jours après nos interrogatoires, s'expliquent autrement que par les sévices que nous avons décrits et sur lesquels apparemment la lumière n'est pas souhaitée, puisque c'est le prix des victoires dérisoires remportées par le FLN. Nous vous prions, Monsieur le juge d'instruction, d'accepter nos salutations distinguées. Paris, 29 décembre 1958. Francis Qabaili Boumaza.